Les politiques traditionnelles d'innovation, elles sont basées sur l'histoire finalement de l'innovation. Alors, si on remonte un peu, euh, on a construit des systèmes d'innovation et des politiques d'innovation largement sur l'idée que des activités comme le nucléaire, la conquête de l'espace, puis Silicon Valley dans les années 80, 90, étaient finalement au cœur des systèmes d'innovation. Et dans ces modèles-là, ce qu'on voit apparaître, c'est un rôle central des sciences, disons, dures, c'est-à-dire la mathématique, l'informatique, les sciences de la nature, les sciences liées à la technologie. Et ce qu'on constate, c'est que l'idée, elle est toujours la même. L'idée, c'est toujours, ces sciences vont inventer des dispositifs, et puis ensuite, en aval, eh bien, on est censé déboucher sur des innovations en société, des innovations sur le marché, etc., etc. Alors évidemment, dans un schéma comme celui-là, les sciences humaines et sociales, elles sont toujours quelque part un peu secondaires. Elles viennent en aval. Elles sont un peu induites par l'invention qui est faite par les sciences plus dures, entre guillemets. Nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, les mécanismes d'innovation, ils sont beaucoup plus divers que cela, et que très souvent, c'est bien l'innovation se fait en réponse à des questions de société, en réponse à des grands défis qu'on peut voir aujourd'hui. Et donc, dans une perspective comme celle-là, les sciences humaines et sociales ne sont pas du tout induites, elles ne sont pas du tout secondaires, au contraire, elles vont participer pleinement au processus d'innovation. Le terme d'innovation, il est aussi historique, comme l'a expliqué Olivier. Il faut le comprendre dans un contexte et il a déjà pas mal évolué au cours des dernières dizaines d'années. Il y a un manuel général qui fait foi aujourd'hui, qui est un peu reconnu, qui est le manuel d'Oslo. Et même ce manuel d'Oslo qui a pour but de donner une définition standardisée au niveau international pour mesurer la performance en termes d'innovation des différents pays. Mais même les différentes versions de ce manuel d'Oslo font évoluer la définition de l'innovation. On est parti, par exemple, dans la première version sur une définition qui était très liée à l'innovation de produits et de processus, c'est-à-dire de processus dans la production de biens et services aussi, notamment la machinerie, etc. Ensuite, on a introduit dans des versions ultérieures la notion d'innovation commerciale qui notamment intègre le marketing, les modèles d'affaires et autres, et l'innovation organisationnelle. Puis aujourd'hui, on voit apparaître une définition qui est beaucoup plus large, et qui est aussi beaucoup plus sociétale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on définit l'innovation comme un changement général de produits, mais aussi de pratiques dans la société et qui serait significativement différent de ce qui se faisait avant. Donc on voit que les sciences humaines et sociales, c'est extrêmement vaste. Et quand on pose la question du rôle des sciences humaines et sociales dans l'innovation, évidemment, ça peut être compliqué de rendre compte des apports de l'ensemble de ces différentes disciplines. Alors, ce que nous, on a suggéré, c'est que finalement, on pouvait tout de même, et c'est la bonne nouvelle, on pouvait comprendre le rôle des sciences humaines et sociales à travers seulement 4 fonctions principales. Il faut souligner qu'il existe déjà quand même toute une série de listes sur les contributions possibles des sciences humaines et sociales à l'innovation, mais ces différentes listes ne sont jamais réellement systématisées. Et elles sont souvent relativement longues et un des défis du rapport, ça a été aussi finalement de trouver une systématique pour présenter un nombre relativement restreint de fonctions, mais qui couvrirait relativement, à peu près tout ce qui a été dit à ce jour et aussi un peu les différentes fonctions des innovations sociales. Couvrirait à peu près tous les différents apports que les sciences humaines et sociales ont dans l'innovation, en sachant que ces innovations sont à la fois technologiques, culturelles et sociales, comme on l'a dit précédemment. L'inventeur n'est pas nécessairement un innovateur. Celui qui est l'innovateur, c'est l'entrepreneur lui-même qui lance le changement. Et là, en sciences humaines et sociales, alors notamment en management, mais aussi en droit privé, je pense notamment à la gestion de la propriété intellectuelle, au droit de l'entreprise, au management de projets ou autres. Tous ces outils développés par les sciences humaines et sociales permettent quelque part cette transformation d'innovation ou d'idées plus générales en innovation qui vont avoir un développement, un déploiement dans la société.
Donc là, cette fonction-là est souvent bien mise en évidence, mais elle est souvent mise quelque part comme une science facilitatrice qui vient s'ajouter à l'invention qui est le cœur de l'innovation. On peut développer toute une série de technologies. La question sera bien à quoi ces technologies serviront. Et là, finalement, des méthodes telles que du design thinking, de la recherche aussi d'usage, d'innovation par les usages notamment, sont vraiment des méthodes qui peuvent être développées par les sciences humaines et sociales, notamment l'anthropologie, mais aussi les arts ou autres. Prenez le cas de l'industrie horlogère en Suisse. Eh bien, vous savez que la montre, ce n'est pas véritablement un objet fonctionnel aujourd'hui. On a d'autres dispositifs qui nous donnent l'heure de manière beaucoup plus précise. En revanche, pourquoi est-ce que des personnes sont d'accord de payer des milliers, voire des centaines de milliers de francs pour acquérir un tel objet? Eh bien, c'est parce qu'il a un sens différent. Il a acquis une valeur qui est liée avant tout à l'authenticité, au retour aux origines. Et c'est uniquement si on prend en compte cette dimension socio-culturelle qu'on peut comprendre, par exemple, le fait qu'on produise aujourd'hui en Suisse essentiellement des montres mécaniques. Ça va être le domaine de disciplines comme les sciences politiques, le droit public, en partie également le domaine des médias, toutes les sciences qui vont finalement contribuer à un certain débat et à la mise sur pied d'un appareillage juridique, mais également de contrôle à différents échelons de la société sur les dynamiques d'innovation. Cette quatrième fonction, ce sera principalement celle qui va s'incarner dans les débats médiatiques. Si vous écoutez si vous écoutez la radio ou la télévision, vous allez voir que très souvent, on va faire intervenir des spécialistes de sciences sociales pour discuter de telle ou telle dimension. Et la mise en média elle-même, la mise en débat, elle est le fait de spécialistes de sciences humaines et sociales. Pensez aux gens qui font du journalisme, qui font de la communication, qui font parler finalement les uns et les autres, et qui parviennent à faire les liens entre ces différentes dimensions. Donc là, c'est une fonction peut-être beaucoup plus centrale d'animation en société des débats sur l'innovation, mais qui joue un rôle alors absolument déterminant et qui alors là est typique des sciences humaines et sociales. Cette fonction de co-innovation des sciences humaines et sociales aujourd'hui est fondamentale et elle regroupe en fait l'ensemble des méthodes de sciences humaines et sociales. Elle est quelque part en fait un des dénominateurs communs de toutes les sciences humaines et sociales, puisque finalement ces sciences humaines et sociales font de la recherche en société et donc de l'innovation en société. Et elles ont pour cela aussi développé toute une série d'outils méthodologiques qui permettent la participation et la contribution collective à la construction de problèmes publics, de problèmes économiques et aussi à l'ébauche et à la coélaboration de solutions à ces problèmes de société et ces problèmes économiques et technologiques. On est dans une période qui ressemble un peu à celle des années 80, c'est-à-dire que et les années 80, c'est l'époque où on redécouvrait le concept d'innovation. Pourquoi? Parce qu'on sortait des 30 glorieuses. On sortait d'un régime, entre guillemets. Et je pense qu'aujourd'hui, on est exactement dans la même situation. C'est-à-dire qu'on a vécu 25 ans d'un régime néolibéral, comme on le qualifie, et je crois qu'aujourd'hui, on doit véritablement réinventer certains mécanismes fondamentaux de la société. Et on voit bien que les jeunes aujourd'hui cherchent à, comme ils le disent souvent, faire autrement. On est en train de réinventer des choses, on est en train de réinventer des hiérarchies de valeurs, et bien sûr, là derrière, on est en train de réinventer des institutions, des valeurs, des dispositifs technologiques, et ce sont les bases pour une société, pour la société probablement des 20-25 ans à venir.